Il est 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce soir. Début, c'est jeudi 17 juillet 2025 du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle pour l'année scolaire 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire national. Vous verrez dans un reportage la ministre d'État en charge de l'éducation nationale donner le go de ces épreuves. Faut-il priver une élève enceinte de son droit à l'éducation au risque d'aggraver sa marginalisation et de compromettre son avenir? Non, estime le porte-parole du gouvernement. Ses motivations à suivre dans un instant. Entre échange avec le pensionnaire de la prison de Makala et visite de cellules ainsi que le dépôt pharmaceutique, la ministre des Droits humains et partenaires ont évalué le niveau du respect des droits humains dans ces centres pénitentiaires. Madame et messieurs, voilà tout pour le titre et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle pour l'année scolaire 2024-2025 s'est déroulé dans le calme dans plusieurs provinces de la RDC en ces premiers jours. Le go a été donné ce jeudi par la ministre d'État en charge de l'éducation nationale. On commence avec Anastasie Doumbou et Chantal Okoloba. Près d'1 500 000 candidats à l'éducation des bases affrontent ce jeudi 17 juillet 2025 les épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP sur toute l'étendue du territoire et hors frontières. La ministre d'État, accompagnée de l'inspecteur général à l'éducation qui a donné les go de ces épreuves de TENASOSP, à l'école Révérend Kim, a exhorté les finalistes de la 8e année de donner les meilleurs d'eux car leur réussite fera la fierté du pays. Elle a encouragé les filles à aborder les filières scientifiques et techniques. Je remercie la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, qui soutient fortement l'éducation. Je remercie aussi nos partenaires traditionnels du cluster éducation, comme l'UNICEF. Leur aide précieuse a permis de faire parvenir les épreuves dans les zones en conflit. Chers élèves, vous êtes au cœur de cette évaluation. Abordez-la avec confiance. Faites preuve d'honnêteté et de détermination. Ce test n'est pas une fin en soi. C'est une passerelle vers votre avenir scolaire et professionnel. De son côté, le ministre provincial de l'éducation représentant l'autorité de la ville de Kinshasa, Jano Kano, a présenté les statistiques des élèves inscrits pour cette 4e édition. Les candidats vont passer leur test dans 5 440 centres. Pour cette année, la représentation des filles est passée de 722 000 en 2024 à 749 000 en 2025, avec une augmentation de 4%. La délégation a eu à visiter l'Institut Bokeleale et les centres Notre-Dame pour se rendre compte de l'effectivité de ces tests. Et puis cette question qui alimente le débat au sein de l'opinion nationale. Faut-il priver une élève enceinte de son droit à l'éducation au risque d'aggraver sa marginalisation et de compromettre son avenir? Non, estime le porte-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, a salué la décision du ministre du Temps en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté de maintenir le fils enceinte à l'école. Ses motivations dans cet élément. Intervenant sur la problématique de grossesse en milieu scolaire, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais, plaide pour une approche fondée sur le dialogue, l'éducation et la responsabilité collective. Patrick Mouyaya a souligné que la grossesse précoce relève souvent de failles dans l'éducation familiale et dans l'encadrement scolaire. Il a relevé que de nombreuses écoles, en particulier celles sous gestion conventionnée catholique ou protestante, restent peu disposées à aborder des questions liées à la sexualité alors que les jeunes y sont exposés très tôt via Internet et les réseaux sociaux. Lorsqu'une jeune fille enceinte est à l'école, est-ce qu'il faut l'exclure de l'école? Est-ce qu'il faut lui donner une double punition en la mettant des côtés du cycle de la formation avec tous les préjugés qu'il peut y avoir? Ou est-ce qu'au contraire, on peut nous assurer qu'elle continue d'être encadrée avec évidemment les dispositifs d'accompagnement qu'il y a, mais que cela serve d'exemple aux parents, aux autres élèves et à l'école pour se dire qu'est-ce que nous devons faire pour éviter que cela n'arrive pendant que l'enfant est à l'école. S'adressant aux professionnels de médias, Patrick Mouyaya les appelle à éviter toute stigmatisation, à promouvoir à travers leur production un environnement propice. Considérer cela comme un élément qui doit nous permettre d'être davantage proches de nos filles et de nos enfants, leur parler sans tabou des sexualités dans une société, on adore les tabous.
c'est une manière pour nous de les protéger. Et je pense que je peux compter sur vous pour ça. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du débat suscité par la décision du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté de maintenir le fils enceinte à l'école, une mesure saluée par les acteurs de l'éducation inclusive et le défenseur de droits humains, en cohérence avec les engagements internationaux de la RDC, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant. Au Sénat, il se tiendra en décembre de cette année une conférence sur la bonne gouvernance et la coopération interparlementaire. Plusieurs présidents et parlementaires africains prendront part à cette grande messe au cœur de l'Afrique en RDC. À Kinshasa, une délégation de l'Union parlementaire africaine était chez Jean-Michel Samalukonde Kenge, président du Sénat. Le Sénat congolais a reçu ce jeudi une délégation de l'Union parlementaire africaine dans le cadre des préparatifs d'une conférence et d'une session continentale prévue en fin d'année ici à Kinshasa. Conduite par un haut représentant de l'UPA, la mission a échangé avec le président du Sénat Jean-Michel Samalukonde sur les modalités pratiques et protocolaires de ce grand événement de haut niveau. Un protocole d'accord en cours de finalisation définira les responsabilités entre l'UPA, le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc c'est une mission préparatoire à ces événements-là. Nous avons déjà un protocole d'accord que nous avons esquissé et c'est ce protocole d'accord qu'on va approfondir avec les services du Sénat. Donc c'est dans le cadre de cet événement que nous sommes venus ici rencontrer les hautes autorités du Parlement de la RDC. Et pour nous entendre sur les obligations de chacune des parties, c'est-à-dire il y a l'Union parlementaire africaine, il y a le Parlement et puis il y a les autres parlements également. L'engagement du Parlement congolais à faire rayonner la diplomatie parlementaire africaine se confirme ainsi à travers son rôle de pays hôte de cette rencontre stratégique. On prit part à cette audience le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, et le questeur adjoint, Omana Bitika, respectivement membres du bureau de la Chambre haute du Parlement. En province, la voirie de Chikapa et ses environs, dont le Kassai seront réhabilités. Les engins pour la concrétisation de cette volonté ont été réceptionnés. Eugénie Dada Chabani. La province du Kassai est confrontée à des problèmes de carence d'eau potable et la vétusté de la voirie, ce qui constitue un frein réel pour le développement de tous les territoires. Pour booster le développement de cette province, l'honorable Guy Mafuta, président de la commission économico-financière de l'Assemblée nationale, a initié le projet de réhabilitation de la voirie de Chikapa et des environs et aussi la desserte en eau potable dans les zones qui ne sont pas desservies par la Régie des eaux. C'est dans ce cadre qu'il a acheminé à Chikapa un lot de fourrage et des tracteurs pour le cantonnage manuel. Profitant de son séjour à Chikapa, il a personnellement réceptionné les conteneurs de ces engins. Il y a 3 conteneurs. Le premier contient principalement la machine de forage et également une machine à bout avec le kit complet de 23 forages dans un premier temps pour donner de l'eau potable à la population à travers la ville de Chikapa d'abord et aussi le territoire de Chikapa où le problème d'eau potable se pose avec acuité. Mais le deuxième conteneur va contenir uniquement les tracteurs. Nous sommes dans le cantonnage manuel et des fois nous avons des difficultés pour tracer le chemin. Les tracteurs peuvent aider nos frères qui s'adonnent à cette tâche-là qui est importante. C'était aussi une occasion pour lui de lancer le développement de cette province où il compte placer 23 forages et contribuer au cantonnage manuel, une façon d'apporter sa pierre à la vision du chef de l'État de développer les 45 territoires des provinces du pays. Une action qui pour la population est une aubaine. Elle a exprimé sa gratitude à l'honorable Guy Mafuta de Chikapa. Toujours en province, une mission parlementaire d'enquête dans les installations du laboratoire d'analyse minérale du CSA Kolwezi. Nadine Foutouka pour le résumé de la dite mission. Une mission parlementaire d'enquête dans les installations du laboratoire d'analyse minérale du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales à Mosompo dans la ville d'Kolwezi. Le chef de la délégation, l'élu du peuple, Adrien Bokele, très ému, s'est dit émerveillé du travail abattu par les conseils d'administration et la direction générale de ce service technique du ministère de Mines. Un travail motivé par l'instruction personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que le CEC soit accrédité aux standards internationaux
après son implémentation. Après avoir visité le laboratoire, nous a impressionnés. Et je crois que vous méritez quand même des félicitations de la part de la République démocratique du Congo. Ce que vous avez fait est une véritable innovation technique. Et si on pouvait primer des gestionnaires, je crois qu'on devait vous primer parce que, en fait, cette action ici est une véritable action qui va dans le sens de l'indépendance de la République démocratique du Congo dans l'exportation minière. Le parcours des différents services de cette unité de production et les explications des experts congolais qui y travaillent montrent l'importance de cette œuvre grandiose qui montre l'indépendance et la souveraineté nationale dans les secteurs d'activité minière. Lorsque vous considérez les statistiques qui sont données avec tout ce qu'il y a comme produit et sous-produit, je crois que avec ce que nous avons aujourd'hui, avec toutes ces machines, nous avons la maîtrise donc de l'exportation de matières premières de notre pays. Cette équipe parlementaire de la Commission environnement, tourisme et ressources naturelles du développement durable de l'Assemblée nationale est en mission dans les secteurs miniers de cette partie du territoire national. Elle a mis à profit cette présence à Kolwezi pour scruter les réalités du laboratoire du CEC à Monsompo. Changeons carrément de chapitre pour parler sécurité. L'évaluation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, notamment dans le sud Kivu, le terroriste de l'AFC 123 renforce leur position dans la ville d'Ouvira a fait l'objet d'échanges ce jeudi entre le vice-premier ministre de la Défense nationale et le caucus de députés du sud Kivu, Sandra Nyangui et Geresto Funge. C'est dans une démarche de sauvegarde de l'intégrité territoriale et de protection de la population face à l'agression terroriste des rebelles du M23 AFC que les représentants de la population du Sud Kivu ont plaidé pour le renforcement de la présence militaire afin de garantir la sécurité de la population civile. La ville d'Ouvira bénéficiant d'une position stratégique dans le maillage sécuritaire de la République démocratique du Congo. Au sortir de cette audience, le président du caucus de députés du Sud Kivu, l'honorable Obed Nyamanyoko, s'est dit satisfait des échanges au nom de la délégation. Il s'est exprimé en ce terme. L'objectif de notre mission, c'était de rencontrer son Excellence le ministre de la Défense et ancien combattant pour lui parler de la situation sur le terrain, sur le front. Vous savez, le front sud, il y a des sous-fronts. Il y a le front de la plaine qui va d'Ouvira à Kamanyola et le front des hauts plateaux, c'est-à-dire autour de Minembwe. Alors il fallait discuter un peu pour lui montrer l'évolution sur le terrain, attirer l'attention de son Excellence par rapport à ces fronts-là. Comme vous le savez, les verrous d'Ouvira, c'est vraiment un grand verrou. Et il faut renforcer ces verrous. Attitude de BPM de la Défense, c'est vraiment très positif. Et donc, nous ne pouvons que les remercier, mais surtout, bien sûr, remercier son Excellence, le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui fait un travail de titan derrière les FARDC, mais aussi derrière les Wazalendo qui accompagnent les FARDC sur le terrain. Rappelons qu'au mois d'avril dernier, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, s'était rendu personnellement à Ouvira pour une causerie morale avec les troupes de la garnison d'Ouvira. Par la même occasion, il avait effectué une visite de reconfort aux compatriotes Wazalendo. Dans l'actualité également, deux lois promulguées par le chef de l'État et qui portent les innovations et réformes sur le statut du personnel de carrière de l'État et le régime spécial de sécurité sociale font l'objet d'une vulgarisation. Le vice-premier ministre de la fonction publique en fait part aux différentes délégations syndicales. C'est une histoire de Nadine Kilosho Cédric Enina dans un film de Moké Malouma. Dans le cadre de la vulgarisation de deux lois promulguées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les présidents des délégations syndicales ont été reçus en audience par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. À cette occasion, les principales innovations contenues dans les lois relatives au statut des agents de carrière des services publics de l'État et au régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État leur ont été présentées. Après avoir rencontré les VPM, qui a essayé d'aller en long et en large de ces deux productions législatives,
nous sommes rendus compte qu'effectivement, il était normal, il était bien que cela puisse être produit en cet instant, parce que ça rassurait encore davantage pour les catégories qui étaient démunies. Nous appuyons, voilà pourquoi nous sommes là et nous disons que le moment était là pour que nous puissions être bien édifiés et nous en sommes bien édifiés par rapport à cette séance de travail. Et dans la dynamique de rapprochement pédagogique visant la sensibilisation de la jeunesse estudiantine sur les grandes réformes en cours, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou devra effectuer la descente à l'UNIKIN pour des exposés scientifiques en rapport avec les transformations profondes engagées sous le leadership du chef de l'État. Cette perspective a été évoquée à l'issue de l'audience accordée le mercredi par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou au professeur Vincent Kangulumba. Nous avons dit qu'il était temps de voir comment rapprocher ceux qui animent la fonction publique de ceux qui apprennent comment la fonction publique fonctionne. Il s'agit de rapprocher ceux qui pratiquent, qui sont dans l'administration publique, dans la fonction publique, et ceux qui apprennent comment la fonction publique fonctionne. C'est bon pour ceux qui apprennent le droit de la fonction publique à connaître effectivement dans la pratique comment cela s'exerce. La formalisation des acteurs du secteur informel pour le rendre officiel tient à cœur le gouvernement de la RDC. C'est dans ces cadres que le vice-premier ministre de l'économie nationale s'est entretenu ce jeudi avec le banquier, les assureurs et les opérateurs de télécommunications dans le but d'aménager un cadre d'encadrement des acteurs informels. Rodépana. Avec qui et comment faire pour réussir la mutation des acteurs économiques informels vers les secteurs formels? Pour répondre à cette question, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko-Samba, s'est entretenu le jeudi 17 juillet 2025 avec les banquiers et les responsables. Prière de nous excuser pour la mauvaise qualité sonore de ces reportages. Puisque vous informer, c'est plus qu'un devoir pour nous. Nous allons parler santé. La vie de l'enfant Alexandre Bengakwa qui a été transféré à l'hôpital Tshisekedi à Lubumbashi est désormais hors danger. L'intervention chirurgicale pour extraire la balle de sa tête a été une réussite. Regardez. Nous allons parler ESU avec la ministre de l'ESU pour parler lutte contre la spoliation du patrimoine de l'ESU. La ministre de tutelle a échangé tour à tour avec le président de la Cour constitutionnelle et la première présidente du Conseil d'État à ces sujets. Autre thématique abordée, la lutte contre le mauvais gestionnaire des établissements. Alain Bikaï. C'est une journée pleine pour la ministre des Droits humains, Maître Chantal Chambou-Mwavita, qui a conduit une mission de terrain à la prison centrale de Makala à Kinshasa, accompagnée de plusieurs partenaires du gouvernement engagés dans la protection et la promotion des droits humains. La ministre a effectué cette descente pour évaluer les conditions de détention et s'assurer du respect de droits fondamentaux de personnes incarcérées dans ces centres pénitentiaires emblématiques. La visite a débuté par un échange avec le directeur de la prison, M. André Kenza, avant de se poursuivre au bloc médical. Sur place, la ministre a pris le temps de s'enquérir de la prise en charge de malades et de l'état général des installations sanitaires. Elle s'est également rendue au dépôt pharmaceutique pour évaluer la disponibilité de médicaments et autres produits de santé essentiels. Chantal Chambou a ensuite visité la cuisine centrale et les dépôts alimentaires, de lieux névralgiques pour la survie quotidienne de détenus. Cette étape visait à s'assurer que les pensionnaires de la prison ont effectivement accès à une alimentation. Ces échanges directs ont permis aux personnes incarcérées de faire entendre leur voix
dans un environnement propice à l'écoute et au dialogue. Par cette visite, la ministre des Droits humains a réaffirmé sa volonté de placer l'être humain au centre de ses préoccupations, même dans le milieu carcéral, où le respect de la dignité reste un impératif. Vous venez de suivre la ministre des Droits humains en train de faire l'évaluation de niveau du respect des droits humains dans la prison centrale de Makala. Elle était accompagnée de partenaires. Nous allons revenir sur cet élément que j'ai annoncé. La ministre de tutelle, la ministre de l'Essu a échangé tour à tour avec le président de la Cour constitutionnelle et la première présidente du Conseil d'État au sujet de la lutte contre la spoliation du patrimoine de l'enseignement supérieur et universitaire. Alain Bikaï. Professeur Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ESU s'engage dans la lutte contre les spoliateurs du patrimoine de l'ESU et les mauvais gestionnaires des établissements de son secteur. C'est dans cette optique que Marie-Thérèse Sombo sollicite les concours du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature et le procureur général près cette Cour pour les cas récurrents des spoliations et des interpellations irrégulières du personnel de son secteur. La patronne de l'ESU appelle à la traque des détourneurs des biens de l'État et les faussaires. Objectif, lutter contre les antivaleurs qui ont élu domicile dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, comme le souhaite le président de la République. Il démarque salué par Dieudonné Kamouleta, président du Conseil supérieur de la magistrature, engagé aussi dans la lutte contre les antivaleurs dans la société congolaise. Après la Cour constitutionnelle, cap vers les conseils d'État. Ici, avec la première présidente, Marie-Thérèse Sombo a plaidé encore pour la protection des intérêts de l'État face aux inciviques. Rappelons que la dame de fer de l'ESU a entamé cette mission d'itinérance dans les hautes cours du pays avec le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, concernant ce même sujet. Et puis ces titres avant de clore complètement le chapitre justice. Le premier président de la Cour de cassation a entamé une série de visites d'inspection judiciaire de cours et tribunaux de la RDC. Marie-Reine Zeba. À la tête d'une forte délégation de hauts magistrats et des greffiers de cette haute juridiction, la fêtière de l'ordre judiciaire Ndomba Kabea et Liléon voudrait palper les réalités de ces deux cours d'appel dans leur fonctionnement et dans le but d'améliorer la qualité de la justice, veut-on souhaité par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'inspection des cours et tribunaux est un exercice régulier qui fait partie de mon travail. La parole de Dieu dit que la justice élève une nation et ce sont les magistrats, les greffiers qui sont les premiers parmi les opérateurs judiciaires. Il est normal que je fasse ce contrôle, accompagner les équipes de la Cour de cassation, pour voir comment le travail s'est fait par les magistrats, comment il s'est fait par les greffiers. Est-ce qu'ils font le travail qualitativement et quantitativement comme ils sont appelés à le faire? Les équipes de magistrats et greffiers qui inspecteront ces juridictions passeront au peigne fin tous les dossiers judiciaires, le registre et les dossiers administratifs de tous les magistrats et greffiers de ces deux cours d'appel. Ainsi, l'occasion est également donnée aux avocats et justiciables qui ont des doléances relatives au traitement de leurs affaires de les présenter auprès des équipes d'inspecteurs. Cette visite d'inspection du premier président de la Cour de cassation dans les deux cours d'appel de Kinshasa marque le point de départ d'une série de visites d'inspection de cours et tribunaux à travers la République démocratique du Congo. Placée sous le signe de la paix dans l'Est de la RDC, la première édition du Festival international de la musique et du tourisme, c'est cet outil supplémentaire d'un nouveau visage de la RDC. Le ministre du Tourisme et le secrétaire général de l'ONU Tourisme étaient cet après-midi face à la presse. Cédric Kenina. La RDC au centre de la culture et du tourisme international. Le Festival mondial des musiques et du tourisme est cette vitrine qui présente les opportunités qu'offre le pays de la rumba et déconstruit en même temps à ce jour les narratifs négatifs du Congo bashing. Les travaux en panel au point de presse
les ministres du Tourisme Didier Pombia Moussanga et le secrétaire général de l'ONU Tourisme ont donné du relief à ces grands rendez-vous devant les professionnels de la plume et du micro. Sur le plan environnemental, sur les défis environnementaux, notamment le réchauffement climatique, le Congo a des solutions par rapport à ça. Sur le plan touristique, nous avons des animaux endémiques qui permettent d'affirmer que nous sommes le pays. Si on parle des défis en ce qui concerne la guerre à venir concernant l'eau, nous avons 10% des réserves d'eau douce dans le monde. Donc il y a tout ce fonctionnement-là qui va se faire, il va se décliner. Nous avons besoin justement de vous les médias pour nous aider à partager ce message et à lutter contre une certaine propagande négative sur le pays. Par ailleurs, plusieurs sites ont été choisis, nonobstant les centres culturels et artistiques pour les pays de l'Afrique centrale, l'esplanade du Palais du Peuple et l'échangeur de Limité. Ajoutez à cela, plus loin, la ville côtière de Mwanda va également accueillir le monde culturel et touristique. Autre titre de ce soir, le budget 2026 se prépare déjà. Le ministre d'État, ministre de Budget, a lancé aujourd'hui à Kinshasa la conférence de performance à un moment clé du processus budgétaire national, nous informe Rikin Zouziloya. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la coordination de la première ministre Judith Suminwa, cette rencontre marque une nouvelle impulsion vers une gouvernance publique axée sur les résultats, l'efficacité et la redevabilité. Nous sommes donc ici réunis, non pas pour une simple formalité administrative, mais pour concrétiser une vision ambitieuse portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la performance, la transparence et la redevabilité au cœur de l'action publique. Cette vision, traduite dans le programme d'action du gouvernement, est mise en œuvre avec rigueur et méthode. Ces conférences de performance traduisent notre volonté de passer d'une logique des moyens à une culture des résultats. Pendant 12 jours, 20 ministères pilotes vont examiner et ajuster leurs projets annuels de performance. Objectif, définir des indicateurs clairs, réalistes et des priorités cohérentes avec le plan national stratégique de développement. Saluer l'engagement et le soutien affirmé des nombres. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget. Sans son engagement et sa volonté politique de faire avancer l'agenda de réforme, ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Au-delà de la RDC, dans le cadre de la promotion de la coopération économique avec la Chine, une délégation de l'Office de gestion du fret multimodal a effectué une mission d'itinérance. Willy Atunakov nous fait la synthèse de cette mission. En marge de sa mission officielle en Chine visant l'ouverture des différents bureaux de représentation de son établissement public en Asie, mission effectuée du 1er au 10 juillet 2025, le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, GEFREM, William Kazumba Mayombo, visiblement très déterminé à poursuivre sans relâche la matérialisation de la vision du chef de l'État relative à la promotion du commerce international et à la construction de nouvelles infrastructures modernes de facilitation aux chargeurs congolais, a visité le port international de Qingdao dans la province de Shandong, situé au bord de la mer de Chine, dite mer jaune, appelée port intelligent ou automatique. Dans le cadre de l'ouverture prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur le plan de la coopération économique, et compte tenu de l'importance du volume de flux commerciaux qu'entretient le Congo avec la Chine, nous avons voulu faire cette itinérance avec objectif d'ouvrir une représentation au GEFREM à l'instar de ce que nous avons fait dans d'autres pays. Et c'est chose qui sera faite
incessamment parce que nous avons bénéficié d'un apport, d'un encadrement, d'un accompagnement sans commune mesure de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur depuis notre arrivée, qui continue à le faire dans tous les contacts que nous avons pris à ce sujet. Parlons portefeuille à présent. Le ministre du portefeuille a reçu l'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale de finances. Objectif, comment établir de passerelles de collaboration. Elie Tchala. L'amélioration de la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État dépend de l'efficacité de leur gestion. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongboa, veut y mettre plus de rigueur avec le concours de l'IGF. La présence de l'inspecteur général, chef de service Christophe Bitasimois et ses équipes chez le ministre du portefeuille s'inscrit dans la suite réservée aux recommandations issues des états généraux des entreprises du portefeuille, en passant par la contribution de l'inspection générale des finances dans les travaux relatifs à la réforme sur la passation des marchés par les entreprises du portefeuille de l'État. Ces thématiques sont passées au peigne fin au cours de cette rencontre qui a connu la participation du secrétaire général au portefeuille, du président du conseil du portefeuille et du secrétaire exécutif du COPIREP. Le ministre du portefeuille avait voulu avoir cette réunion avec l'IGF pour établir un peu des passerelles de collaboration entre les deux institutions. C'est ce qui a été un peu l'objet de la réunion tout à l'heure. Et cette réunion et cette initiative a été saluée par l'IGF qui était représenté par l'inspecteur général des finances, chef des services et son adjoint et quelques autres inspecteurs généraux. Des termes de référence entre le ministère du portefeuille à travers le Conseil supérieur du portefeuille et l'inspection générale des finances seront incessamment partagés pour cette fin, a rappelé le secrétaire exécutif du COPIREP. Tout à fait autre chose. C'est pour sécuriser les investissements que le projet transforme dans son rôle de développer l'écosystème entrepreneuriat et d'améliorer le climat des affaires en RDC, a procédé au lancement des activités de la promotion de l'arbitrage d'un mécanisme alternatif de règlement de différends en RDC. C'était aujourd'hui en présence de la cellule du climat des affaires de la présidence et la commission nationale OADA au salon Lubumbashi. Mireille Ndeke. Il s'agit là de garantir les entrepreneurs avec des normes juridiques pour sécuriser leur business et d'inciter les opérateurs économiques à investir dans un climat des affaires apaisé, a indiqué Madame Maroli Luntadi au nom du coordonnateur de l'unité de coordination du projet. L'activité de ce jour touche un pan, à savoir la sécurité juridique et judiciaire des investissements. C'est ainsi que pour remédier, des législateurs et des praticiens des affaires ont imaginé de développer les mécanismes alternatifs de règlement des différends, qui est une clause compromissoire dans les contrats. À travers l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA et Surma, la Commission nationale de l'OADA se montre disponible dans l'arbitrage. Aucun partenariat solide ne peut se construire sans pour autant être fondé sur les bases juridiques, a martelé le professeur Roger Massamba. Conscient du rôle de l'OADA en RDC, les conseillers Edi Bantou du ministre de la Justice a exhorté les participants à l'assiduité durant ces assises de haute portée. Ce qui importe le plus est de vous approprier le droit de l'arbitrage OADA durant ces 4 jours de formation. Nous profitons donc de cette occasion pour appeler les participants à respecter le devoir de restitution qui consiste à ne pas garder les acquis de cette formation pour soi-même, mais de pouvoir les restituer dans leur milieu de travail respectif pour une implémentation effective de l'OADA. Il s'est de noter que cette cérémonie a connu également la participation de la cellule du climat des affaires à la présidence, preuve de la volonté du chef de l'État à garantir un climat des affaires apaisé en RDC. Le ministre délégué en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadié, a reçu l'ambassadeur de l'Inde en RDC faire le point sur l'état de la coopération bilatérale. C'était le sujet au menu de leurs échanges. Karen Kakolongo.
La rencontre s'inscrit dans la dynamique proactive du gouvernement congolais tournée vers le renforcement de la coopération internationale avec une attention particulière portée au partenariat économique stratégique. Ces échanges ont permis à la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, et l'ambassadeur de l'Inde en RDC de faire un état des lieux détaillé de la coopération bilatérale RDC-Inde. La ministre Bestine Kazadi a ensuite présenté la nouvelle politique congolaise en matière de la coopération internationale. Les deux personnalités ont également discuté sur les préparatifs de la commission mixte RDC-Inde prévue dans les prochains jours. Nous sommes venus pour un peu de travail sur les différents agendas concernant la coopération bilatérale entre l'Inde et la RDC. L'Inde et la RDC vraiment partagent une coopération, ça date il y a longtemps de coopération bilatérale entre les deux pays. Nous sommes venus pour relancer les différents projets de coopération bilatérale. La ministre déléguée en charge de la coopération internationale Bestine Kazadi a présenté son hôte le portail Coupe RDC, une plateforme numérique validée par le Conseil des ministres. Un guichet unique, véritable innovation institutionnelle qui permet une meilleure coordination et transparence dans la mobilisation des ressources extérieures en adéquation avec les besoins sectoriels nationaux. Dans un autre registre, l'intelligence artificielle et le journalisme, c'est la thématique qui a fait débat au cours d'une conférence organisée à Kinshasa par le membre du réseau panafricain de journalistes. Objectif, inciter ces hommes et femmes de médias à maîtriser l'usage de ces technologies devenues un outil d'assistance pour le journaliste Eric Kabamba. Ils sont tous professionnels de médias, membres et sympathisants du réseau panafricain des journalistes à participer à cette conférence axée sur l'intelligence artificielle et le journalisme. Le RPG, à travers le comité RDC, dirigé par Bibi Chimouzete, a choisi un thème accrochant, l'intelligence artificielle et le journalisme. À la tâche, deux éminents intervenants. Du modérateur, le professeur Obulo Kwes, au premier intervenant, le professeur Claude Moukeba et Pierre Nsana de l'UNICIC et le directeur général de l'ACP, bienvenue Marie Bakoumania, ainsi que l'hôte du jour, le président continental du RPG, Adrien Ouaï-Léou du Congo-Brazzaville. Un cocktail de connaissances tablé sur plusieurs thématiques qui convergent vers la technologie dans le journalisme. L'IA, ces systèmes de traitement des données d'information par un processus proche d'un comportement intelligent, doit inciter les journalistes à maîtriser l'usage, à questionner et à comprendre les logiciels et de réaffirmer les fondements d'éthique et des pratiques. L'hôte du jour, le président Adrien Ouaï-Léoui du Congo-Brazzaville, a salué la tenue de cette activité. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez vous tromper, comme vous pouvez aussi aller très vite dans votre travail. Il faut absolument recourir à l'information estampillée. Une belle occasion pour ces réseaux des journalistes de présenter au public congolais les gagnants de la deuxième édition du trophée panafricain de meilleurs présentateurs du journal de l'RDC. Sandra Nyangui, présentatrice vedette du journal télévisé de 20h sur la RTNC, a raflé la première place et à la radio, Eric Mbago de Top Congo. La remise des trophées est prévue dans les tout prochains jours. Retournons en province, précisément dans le Nord Kivu. Le travaux de modernisation de la route Beni-Kassindi avance à pas de géant. Le gouverneur de province a visité le lieu. En itinérance à Kassindi du 15 au 16 juillet 2025, le gouverneur du Nord Kivu a visité le grand chantier routier exécuté entre Beni et Kassindi par la société ougandaise Dot Service, tout en saluant l'implication du numéro 1 de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. La population est très satisfaite de cette œuvre grandiose qui est en train de se matérialiser dans le cadre de la grande vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Le matériel de travail, les engins roulants, les carrières de concassage des graviers, le pont Oloulou, la base des Dot Service ont également été visités par l'autorité. Le général-major Somo Kakule Evariste a alors conféré avec la population et les autorités locales sur la sécurité, le social et tous les enjeux de l'heure. On vient encore de me parler de quelques difficultés, notamment un collecteur
qui serait nécessaire que nous puissions voir aussi dans quelle mesure l'améliorer parce qu'actuellement il pleut abondamment à Kassindi. En plus de cela, il y a l'épineuse problématique d'un quartier dit Congo à Sika. J'ai dit à la population de garder le calme. Sur demande des habitants de Kassindi-Loubiria, les priorités du gouvernement provincial sont entre autres la construction d'un grand collecteur des eaux usagées et celle de pluie après les renforcements de la police nationale congolaise en matériel roulant. Et puis le gouverneur militaire de l'Ituri entend soutenir les initiatives locales d'investissement. Lueur d'espoir pour le développement de ces coins de la RDC longtemps meurtris. À terme, la RN27 se verra équipée d'un système intelligent de péage et de paysage, fonctionnant sur base des technologies automatisées, dernier cri. Une transformation radicale de l'explication routière, destinée à optimiser la gestion du trafic, garantir la sécurité des usagers et mobiliser durablement les ressources économiques de la province. Ce projet ambitieux a été présenté le lundi 14 juillet au lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, gouverneur militaire de l'Ituri, lors d'une réunion stratégique tenue à Bunia. À ses côtés, les membres de son cabinet ont suivi avec attention l'exposé technique des experts sud-africains de la société Tolink, partenaire technologique de Good News Africa dans cette opération. Ces spécialistes en infrastructure routière venus expressément de l'Afrique du Sud accompagnent le partenaire congolais dans l'étude et la mise en œuvre du dispositif automatisé. Ils sont ici pour accompagner la société Good News pour le développement de votre province et surtout pour la création dans nos systèmes Tolink. C'est vrai que ce sont des systèmes assez informatisés, mais il y aura un transfert de technologies pour les Ituriens et ils vont finalement gérer tous les systèmes de péage assez modernisés. Les députés nationaux Bungi Shabakou Kato, présents à la cérémonie, a appelé les communautés riveraines à s'approprier ces projets, gage de progrès pour l'ensemble de la province. Au nom du peuple iturien, tout ce que je demande, c'est que nous puissions soutenir ces projets, accompagner les projets, encourager ceux qui sont en train de travailler pour que nous puissions voir au moins quelque chose de nouveau dans notre province. Et nous sommes convaincus que cette route va changer beaucoup de choses dans notre province. Demain, nous serons différents si ces projets réussissaient. L'arrivée des ingénieurs sud-africains à Bunia, le dimanche 13 juillet 2025, s'inscrit dans une collaboration tripartite entre Good News Africa, Tolink et Congo Éveil Logistique. Ensemble, ils ambitionnent de concrétiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui depuis son accession à la magistrature suprême, œuvre pour un Congo émergent à travers les projets structurants. La rénovation de la RN27 ne représente pas qu'un chantier de plus, mais une étape cruciale pour une gestion rationnelle et intelligente des infrastructures routières en RDC. Et parfois, la religion et la politique marchent ensemble dans le Maniema. L'église méthodiste unie œuvre pour la fin des conflits armés et favorise le vivre ensemble à travers le changement de mentalité. C'est le message du nouvel évêque de ces diocèses. Travailler pour la lutte contre la pauvreté, le changement de mentalité, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix en vue de mettre fin à tous les conflits armés, c'est le leitmotiv de la mission pastorale du nouvel évêque de la 81e communauté méthodiste unie au Congo, Monseigneur Antoine Kalema Tamboué, qui couvre le Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Bas et le Haut-Ouélé. Il l'a fait savoir lors de son élection par l'Assemblée générale de l'Église méthodiste unie au Congo qui s'est tenue à Kitwe en Zambie. L'Église doit travailler pour changer les mentalités. Nous devons travailler pour lutter contre la pauvreté. Nous devons travailler pour l'unité des gens, pour que les guerres cessent, pour que les gens puissent développer l'amour et que nous puissions travailler dans la cohésion sociale et le bien vivre dans ce monde que Dieu a créé pour nous. Les Congolais sont appelés à l'unité nationale derrière le président de la RDC, Félix Tshisekedi, un appel lancé par Nénin Ilunga Nkulu lors d'une réunion du bureau politique pour analyser le processus de paix signé à Washington. Robert Ndaye et Turbo Chimanga.
Le paysage politique congolais connaît un tournant décisif avec le retour sur la scène du docteur Néné Ilunga Nkoulou, initiatrice de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, un parti politique de l'opposition républicaine. Ce mercredi 16 juillet 2025, dans un contexte politique marqué par la guerre d'agression et des défis diplomatiques, docteur Néné Ilunga Nkoulou fait un rappel des troupes et préside une réunion extraordinaire du bureau politique afin d'étudier et analyser les processus de paix en cours marqués par la signature de l'accord de paix signé à Washington et les pour parler de Doha. Néné Ilunga Nkoulou a lancé un appel à l'unité nationale derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invitant les Congolais à soutenir toutes les initiatives diplomatiques du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'accord de paix signé à Washington. L'initiatrice de l'Alliance de forces pour le bien-être des Congolais a souligné l'importance de l'unité face aux défis actuels. La paix et la stabilité de notre pays nécessitent l'engagement de tous, a-t-elle renchéri. Concernant l'accord de paix, le parti cher Néné Ilunga Nkoulou relève que cet accord ne constitue en rien un processus de bradage des minéraux, mais une sortie honorifique de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Néné Ilunga Nkoulou appelle les militants de son parti à s'approprier cet accord et d'en assurer la vulgarisation. Femme politique avec un parcours exceptionnel, Néné Ilunga Nkoulou invite les acteurs politiques congolais à mettre de côté leurs divergences et regarder vers l'avenir de la République démocratique du Congo sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis cette information triste avant de nous séparer, arrivée à Kinshasa de la dépouille du sénateur Adonis Ngambani, élu de la province de Maïndombe, décédé le 29 juin 2025 à Paris, en France. Le mercredi 16 juillet 2025 à 18h12, l'aéroport de Ndjili a reçu la dépouille mortelle du premier vice-président de la FEHAND, la Fédération de handball du Congo démocratique, le sénateur Adonis Ngavoli Ngambani, mieux connu sous le nom d'Adonis Bambi. La famille biologique, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, en compagnie de son deuxième vice-président Bati Lukwebo et quelques sénateurs, le secrétaire général de la FEHAND, Herman Ngediko Abonga, quelques dirigeants du handball quinois, les amis et quelques anonymes étaient présents à l'aéroport de Ndjili afin d'accueillir le corps inanimé du premier vice-président de la Fédération de handball du Congo démocratique, l'honorable sénateur Adonis Mbambi, qui effectuait ainsi son dernier retour à Kinshasa en provenance de Paris où il se faisait soigner. C'est avec beaucoup de tristesse et de douleur que nous avons appris son décès. Nous avons pris l'option d'être à côté tant de sa famille biologique, sa famille politique et même aussi sa famille sportive, parce que vous saviez qu'il était un grand admirateur du handball. Et aujourd'hui, nous sommes là très pieusement pour accueillir sa dépouille, de manière à ce que ces obsèques soient organisées avec dignité. Après les formalités d'usage, le cortège funèbre s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, l'avenue Sendwe, le boulevard Triomphal, pour joindre la morgue du cinquantenaire où le corps a été mis au frais en attendant le mardi 22 juillet 2025 pour sa mise en terre après les derniers hommages de tous ceux qui l'ont connu. Cette dernière étape va se dérouler au palais du peuple. C'était votre journal de la rédaction coordonnée par Mireille Ndeke, réalisé par Simon Kakolongo et Jonathan Mbalama, assisté de Patrick Kachala, Stander Kikala, Etienne Lula et Liévin Yoba. Je vous retrouve dans quelques heures pour de nouveaux titres d'actualité. Entre-temps, l'actualité reste en continu en français, Lingala, Soili, Kikongo et Chiluba sur la rtnc.cd et la rtnc.net. À très bientôt.
à cette